dans cette terre et l'a observé. Au début, elle a copié une pierre et est restée là, immobile. Peu à peu, la mousse a poussé sur la pierre, donc elle a aussi copié la mousse. Puis la neige a commencé à tomber. Un loup blessé s'est effondré juste à côté de la pierre. Elle a copié le loup et a gagné sa première conscience. Il a commencé à tituber et a également copié la blessure, ce qui lui a fait ressentir l'inconfort de la douleur pour la première fois. Mais il s'est rapidement rétabli et a continué à marcher. Il a continué à marcher sans aucun but. Après un certain temps, il est revenu chez l'ancien propriétaire de ce loup. Le propriétaire était très heureux de son retour. En entrant dans la maison, il a tout vu de nouveau et ce sentiment chaleureux lui a donné envie de rester ici pour toujours. Il a ensuite été nourri par le propriétaire et est allé dormir. La nourriture ici était maintenant très limitée. Il ne pouvait donc pas faire les difficiles avec tout ce qui était délicieux. Après avoir mangé, le propriétaire est allé dormir. Le matin, il est sorti couper du bois des maisons voisines pour se réchauffer. Les gens qui vivaient ici avec lui sont tous partis il y a 5 ans pour chercher un endroit meilleur et plus complet où vivre. Lui seul est resté ici, seul avec le chien tout ce temps. Il avait voulu partir, mais le chien mordait toujours ses jambes pour le retenir, alors il a dû rester. Les adultes lui avaient dit de rester et de s'occuper des personnes âgées, mais ils sont tous partis. Les carillons devant la maison sonnaient, faisant penser au garçon que tout le monde était revenu. Mais quand il est rentré, la scène de solitude est restée inchangée. Les carillons ont sonné car un poisson avait mordu à l'hameçon, un très gros poisson. Le soir, le garçon a découpé le poisson et pour économiser du bois, il a choisi de le manger cru au lieu de le cuire. Il se souvenait encore des visages de tous ceux qui vivaient ici et il avait vraiment envie de quitter cet endroit. Le lendemain, il a résolument emballé ses affaires et est parti à la recherche d'un meilleur endroit. Après avoir parcouru une certaine distance, tous deux ont découvert une pierre avec une flèche pointant vers l'avant. Cela doit être un message laissé par tout le monde. Tous deux ont poursuivi leur voyage et ont monté le camp la nuit pour se reposer. Le matin, ils ont continué et ont trouvé une autre pierre guide. Beaucoup de jours passèrent. Chaque jour était le même que le précédent, rien ne changeait. Jusqu'à ce qu'un jour, le garçon découvre un arbre sur la route. Il l'utilisa comme bois de chauffage et retourna sur la route principale lorsqu'il vit la pierre. Soudainement, le garçon tomba dans un lac froid. Sa jambe fut blessée, alors il dut de nouveau installer le camp pour la bander et réchauffer son corps. Le garçon a décidé de ne pas revenir car la nourriture n'était pas encore épuisée. Le garçon continuerait son voyage et tant qu'il avait de la force, il continuerait. Marchant continuellement pendant 2 jours, la blessure semblait s'aggraver, mais le garçon n'abandonna pas parce que si les gens ne revenaient pas, c'est qu'ils avaient dû atteindre un très bon endroit. Ils ne reviendraient pas juste pour mourir en pourrissant dans cette maison. Cependant, le garçon découvrit que la pierre suivante qu'il vit avait une marque X sur la flèche. Non loin se trouvaient les ruines d'un véhicule en panne et des tombes semblables à celles qu'il avait faites pour ses grands-parents. Le garçon savait ce qui s'était passé, mais il essayait toujours de penser le plus positivement possible. Pourtant, les larmes continuaient de couler. Il se demandait s'il pourrait atteindre un meilleur endroit. Le garçon a abandonné et a décidé de rentrer chez lui. Ils ont tous deux erré pendant de nombreux jours pour revenir à cette maison en ruine. Le garçon était déprimé depuis de nombreux jours, sans se soucier d'allumer des feux ou de trouver de la nourriture. La blessure à la jambe était presque non traitée, donc elle s'est progressivement aggravée. Et puis ce qui devait arriver, arriva. Le garçon s'est assis sur la chaise et est décédé, le loup a couru et a ensuite copié la forme du garçon et est devenu humain. Le garçon avait atteint un meilleur endroit au paradis, alors qu'il avait pris une forme humaine et s'était mis en route vers le meilleur endroit que le garçon avait toujours voulu. À partir de maintenant, il rencontrerait sûrement beaucoup de gens et vivrait beaucoup plus de choses. Ensuite, il est allé vers le sud pour trouver plus d'informations pour sa propre évolution. Parce qu'il manquait de caractéristiques humaines, en plus de la blessure à la jambe et presque sans supplément nutritionnel, il est rapidement mort. Mais chaque fois, il pouvait renaître à nouveau. Avec cette créature, chaque mort était une transformation. Jusqu'à présent, elle était morte 6 fois. La première fois, elle avait besoin de 5 jours pour renaître. Et à la 6e fois, cela ne prenait qu'une demi-journée. Finalement, il a réussi à atteindre la montagne que son précédent propriétaire avait désespérément voulu atteindre. Cependant, il a été immédiatement attaqué par un ours géant et est mort à nouveau. Dans un village, il y avait une petite fille nommée March. Elle jouait généralement seulement avec Perona, une fille plus âgée qui habitait à proximité.
Au milieu de son jeu, Marsh a été appelée à la maison par ses parents. La petite Marsh voulait vraiment devenir adulte car il ne restait plus que 3 enfants dans le village et 2 d'entre eux étaient dans cette maison même. Sa mère croyait qu'elle ne serait considérée comme adulte que lorsqu'elle pourrait dormir sans mouiller le lit. Le lendemain matin, Perona s'entraînait encore au tir à l'arc comme d'habitude, mais sa compétence était plutôt médiocre. Mars jouait encore avec des peluches. Quand Perona est venue jouer, tout à coup, une cloche a sonné. Perona savait ce que cela signifiait, alors elle a rapidement emmené Mars en bas de la montagne. Mais en chemin, ils ont été arrêtés par Ayas, le chef du conseil de la garde du village. Il s'est avéré que la cloche précédente était un ordre de rassemblement. Marsh a été ramené au village et l'ancien du village, accompagné de Ayaz, a rassemblé tout le monde et a annoncé qu'ils avaient été choisis par le dieu qui apporte prospérité et paix et qu'ils devraient en choisir une fille pure à offrir au dieu. Le doyen du village a examiné les 3 enfants du village et a ensuite choisi la petite March. Tout le monde l'a félicité d'avoir été choisi. Ses parents ont souri devant les autres, mais quand ils sont rentrés chez eux, ils n'ont pu que pleurer et s'excuser auprès d'elle. Ayas est venu et a révélé que la fille avait été choisie comme sacrifice pour le dieu. Le jour de la cérémonie, elle participerait à un festin pour dire au revoir à sa famille, puis serait emmenée sur la montagne en sacrifice pour que le dieu puisse manger. 1 an plus tard, il reviendrait pour récupérer les restes que la famille pourrait enterrer. Marsh a refusé obstinément car elle ne voulait pas mourir, mais voulait devenir adulte. Marsh n'acceptait pas que seule elle devait mourir, mais elle n'avait pas le choix. Dans les jours suivants, Marsh a été constamment surveillée par Ayas. Si elle s'enfuyait, sa petite sœur serait choisie à la place. Le jour où elle a été emmenée, Marsh a dû dire adieu à ses parents pour partir. En montant la montagne, Ayaz a dit que lorsque Marsh passerait dans l'autre monde, elle serait libre de devenir adulte comme elle le souhaitait. Soudain, une flèche a volé vers Ayaz et Marsh a saisi l'occasion pour s'échapper. Quelqu'un s'était précipité pour percuter Ayaz puis s'était enfui. En courant, Marsh a trébuché et est tombé dans un petit étang à proximité. Là, Marsh a rencontré par accident cette créature immortelle. Lorsque 2 soldats sont venus et ont assisté à sa renaissance, ils ont fui terrifiés, pensant que c'était un monstre. Elle s'est ensuite détournée et la petite Marsh a essayé de poser des questions, mais n'a obtenu aucune réponse, alors elle l'a suivie. La personne qui avait attaqué Ayas était en fait Perona. Elle avait prévu d'utiliser un squelette pour simuler la mort de Marsh, mais Ayaz a décidé de laisser Perona là parce qu'elle serait certainement punie. Les 2 soldats sont revenus et ont dit à Ayas qu'il devrait en trouver un autre enfant parce que Marsh était avec un monstre. La petite Marsh a maintenant remarqué qu'il ne pouvait pas parler. Tous 2 avaient faim quand ils ont vu un arbre plein de fruits, alors Marsh a grimpé pour en cueillir. Quand elle lui en a donné, il a soudainement jeté le fruit par terre et s'est penché pour manger comme un loup comme avant. La petite fille a essayé de lui apprendre à dire « Merci », mais cela n'a eu aucun effet. La petite Marsh a cueilli des fruits et il a tout mangé sans rien lui laisser, la faisant pleurer et grimper à l'arbre pour cueillir et manger elle-même. Mais quand elle l'a vu debout en bas la regardant, elle a jeté des fruits pour qu'il puisse manger. Le sentiment de s'en occuper comme un enfant rendait la fille très intéressée. Quand il s'est fatigué de manger, il est allé derrière un arbre cassé pour dormir. Cette nuit-là, Marsh a rêvé de retourner au village après s'être échappé, seulement pour voir les 2 enfants restants être sacrifiés, puis Perona et les villageois se détourner d'elle. Mars s'est réveillée inquiète de ce qui s'était passé dans son rêve, alors elle a activement cherché à revenir. Mais quand il s'est réveillé et n'a pas vu Mars, il a suivi la fille. Elle a lancé des fruits pour le faire aller dans une autre direction, mais il a continué à suivre Mars encore et encore, la faisant se sentir de plus en plus comme sa mère. Plus tard, Marsh lui a appris à tenir la nourriture, mais elle l'a laissé toujours tomber par terre et manger comme un chien. Marsh la voyait comme un enfant, alors elle a décidé de l'appeler Fushi, ce qui signifie immortel. Les 2 soldats gardaient maintenant Perona en attendant le retour de Ayas. Cependant, Perona a profité de leur manque de concentration pour sortir un couteau caché dans sa chaussure afin de couper les cordes. À proximité, l'ours qui avait tué Fushi auparavant s'approchait. Juste au moment où Perona coupait les cordes, le grand ours est apparu avec son énorme corps. Les flèches n'étaient rien pour lui et il a simplement tué un soldat d'une morsure. Un soldat s'est enfui et l'ours a ensuite pris pour cible Perona. Elle a réussi à couper les cordes à temps et a couru, mais l'ours l'a poussée jusqu'au bord d'une falaise et l'a fait tomber. Pendant ce temps, Ayaz avait trouvé Marsh marchant avec Fushi.
Perona a été heureusement sauvé par des branches d'arbres et est tombé dans l'étang où Marsh avait trouvé Fushi. Marsh disait maintenant au revoir à Fushi pour retourner avec Ayas, mais en voyant Marsh partir, Fushi semblait évoluer. Il a progressivement appris l'aspect le plus important d'être humain, les émotions. Perona, en marchant, a vu des fruits mordus éparpillés sur le chemin et les a suivis. Elle a rencontré Fushi par hasard en chemin et a demandé des nouvelles de March. Mais Fushi n'avait pas encore appris la langue, donc ne pouvait pas répondre. Elle a réalisé que la direction que Fushi prenait était celle de l'autel sacrificiel. Pendant ce temps, Ayaz a forcé March à manger quelque chose qui semblait être un médicament. Quand Ayaz a parlé de Fushi, les soldats l'ont appelé le monstre qu'ils avaient vu. Soudain, le soldat d'avant est arrivé et leur a dit qu'ils étaient en danger à cause de l'ours. Selon eux, cet ours était le dieu auquel ils voulaient sacrifier Mars. Les soldats effrayés voulaient revenir, mais Ayaz voulait continuer et emprunter un détour pour atteindre l'autel. March s'est endormie après avoir pris le médicament. Elle a ensuite été emmenée à l'autel par Ayaz. Elle et les soldats sont entrés, ont nettoyé les os du sacrifice précédent, ont placé March là et l'ont attachée solidement. Elle a alors entendu des bruits forts approcher, c'était ce grand ours. Il a foncé et à ce moment-là, Perona est aussi entré en courant. Ayaz a ignoré cela, pensant que Perona serait juste une autre proie pour l'ours. Perona a essayé d'utiliser son couteau pour couper les cordes, mais son couteau n'était pas assez tranchant. Puis l'ours s'est approché et l'a balayé d'un coup de patte. À cet instant, Fushi est entré. Ayase a ignoré cela et a fermé la porte, mais quand elle a reconnu Fushi, elle et les soldats ont grimpé les murs pour regarder. Ils ont vu Fushi se faire mordre la tête par l'ours, mais il a utilisé ses jambes pour ouvrir les mâchoires de l'ours et s'échapper. Il s'est ensuite transformé en loup et a commencé à attaquer et mordre l'ours. Peu importe comment l'ours attaquait, Fushi pouvait toujours se régénérer. Il a alors mordu le cou de l'ours, lui causant de la douleur, et l'a fait jeter Fushi au loin. Mais Fushi revenait sans cesse, esquivant les attaques de l'ours et grimpant pour mordre son nez. Fushi a mordu fort, causant plus de douleur à l'ours, alors qu'il déchirait Fushi. Mais étant immortel, Fushi n'a pas été blessé et lui a alors mordu le nez. L'ours s'est débattu en vain et est ensuite mort. Ce soir-là, March s'est réveillé sans savoir ce qui s'était passé. Ayaz s'est soudainement approché et a utilisé sa lance pour couper les cordes de March, leur donnant à elle et Perona un choix. Soit mourir ici, soit la suivre dans son pays et accepter de quitter leur village derrière. Perona a choisi de la suivre. Alors elle a fait porter l'ours et Fushi par des gens. Ensuite, Fushi est allé voir March et Perona avait toujours peur de Fushi à cause de sa nature dangereuse. Mais il s'est simplement penché pour manger le fruit que March avait laissé tomber et a dit « merci » comme March le lui avait appris auparavant. Il y a des années, Perona avait été choisie comme sacrifice, mais sa sœur aînée l'avait trompée pour qu'elle se cache dans un arbre et mange de la nourriture que sa sœur avait préparée pour survivre. Après une semaine, Perona est retournée au village et a été méprisée par les villageois parce qu'elle avait échappé au sacrifice et avait causé le sacrifice de sa sœur à sa place. Elle a été ostracisée et chassée du village. Dans son désespoir, elle a pris la fuite et a vu ce qui semblait être le pied coupé de sa sœur, ce qui l'a terrifiée. De retour au présent, elle ne savait pas quelle expression sa sœur avait arborée face à la mort. Ils étaient toujours en route vers le pays de Ayaz. Mars était toujours occupé à nourrir Fushi et à lui apprendre à parler. Perona a reconnu la vieille femme qui avait choisi March auparavant, mais elle leur a montré qu'elle était une criminelle. En fait, il y avait deux tribus dans cette terre. Le village de Mars appartenait à la tribu Ninon, tandis que celui de Ayas était de la tribu Janom. Les gens de Janom avaient toujours comploté pour prendre le contrôle des terres des Ninons, mais en apparence, ils faisaient semblant de vouloir aider les gens de Ninon à accomplir leurs rituels. Ils ont utilisé une criminelle comme la vieille femme pour les tromper et interférer avec leurs cérémonies sacrificielles. Petit à petit, le peuple Ninon serait spirituellement envahi par le peuple Janom sans s'en rendre compte. Perona détestait le peuple Ninon car ils étaient prêts à abandonner leur chair et leur sang juste pour suivre leurs soi-disant croyances. Perona était déterminé à mettre fin à cette coutume barbare, mais la vieille femme croyait que c'était impossible parce que le peuple Ninon était aveuglément dévoué à sa foi. Fushi a ensuite uriné dans le chariot, obligeant Ayas à leur permettre de s'arrêter pour prendre un bain. Quand March a descendu Fushi, il s'est soudainement souvenu de l'image de son ancien maître et s'est retransformé en forme humaine. Ce n'est qu'à ce moment-là que March a réalisé que le chien qui les suivait était en réalité Fushi.
Parona était également surprise que Marche connaisse cette créature immortelle. Parona se demandait si Fushi pouvait trouver un sens à sa vie sans fin. Le soir, Ayas les avait amenés avec succès au pays des gens de Janom, qui était plus avancé et moderne que le village de March. Ayaz leur a dit qu'ils pouvaient manger ce qu'ils voulaient et qu'elle paierait. Pendant qu'ils s'amusaient, March se souvenait de ses parents et devenait triste. Soudain, ils ont repéré un bureau de poste à proximité. March est entré voulant envoyer une lettre à ses parents, mais quand le propriétaire a appris que ses parents venaient de Ninon, il a semblé hésitant. Ayas a expliqué que les gens de Ninon étaient illettrés, donc même si March écrivait quelque chose, ses parents ne pourraient pas le lire. March a alors fait des empreintes de main avec de l'encre sur le papier, pensant que ses parents comprendraient cela. Cependant, personne ne connaissait l'adresse exacte de ses parents, car il y avait plus de 40 villages à Ninon et il ne savait pas à lequel l'envoyer. Parona décida de garder la lettre et il l'enverrait une fois l'adresse connue. Ils sont ensuite allés dîner où Ayaz a dû leur apprendre à utiliser des baguettes. Alors que Fushi mangeait des brochettes de bonbons, il s'est fait piquer dans la bouche par un bâton et a saigné, mais peu après, il a appris la bonne façon de manger. Soudain, March et Parona sont tombés inconscients. Clairement, Ayas avait un plan en tête. Elle a ensuite emmené Fushi devant ses supérieurs et a rapporté comment elle avait vaincu le dieu ours. Pour tester l'immortalité de Fushi, ils ont amené un prisonnier pour le poignarder. Fushi s'est rapidement rétabli et a créé une pointe qui a transpercé l'épaule de l'homme. Fushi a maintenant appris la douleur et a continué à être torturé et attaqué. Mais quand il a essayé de s'échapper en se transformant en loup, Ayas lui a tiré dessus avec une flèche, le faisant s'effondrer en chemin. Elle a ensuite jeté Fushi avec March pour que la fille puisse le calmer. March a retiré la flèche pour Fushi et a cherché Parona. La fille plus âgée était à l'étage supérieur et a demandé à March de l'attacher à une corde et de la lui envoyer. Elle a également demandé à March d'envoyer certaines des fourrures de Fushi. Fushi a soudainement couru vers un coin de la cellule et a commencé à creuser pour sortir. Tous deux ont vu que l'ours était gardé là et il semblait qu'il n'était pas mort, mais juste épuisé par ses blessures. March a remarqué que son dos était plein de flèches et voulait le soigner. Soudain, Ayas est revenue, disant qu'elle n'avait trouvé personne prêt à surveiller l'ours. En trouvant Mars, elle a assigné la jeune fille pour surveiller l'ours, en raisonnant que même si l'ours la mangeait, cela n'aurait pas d'importance. Dans les jours suivants, March veillait sur l'ours tout en s'occupant de Fushi, tandis que Parona à l'étage planifiait leur évasion. Elle aiderait la vieille femme à s'échapper et ensemble, elles maîtriseraient les gardes pour sortir March de là. Elle voulait rapporter de la peau et de la fourrure de l'ours au village pour leur prouver qu'ils n'avaient plus besoin du rituel sacrificiel. March a réussi à retirer toutes les flèches du corps de l'ours et est devenue amie avec lui. Elle croyait que l'ours retournerait finalement là où il appartenait sans être attaqué par les humains. Cependant, un merci a été entendu et l'ours est officiellement décédé. Parona était au courant de cela et a décidé qu'elle devait agir bientôt. Cette nuit-là, elle est sortie pour obtenir des preuves de l'ours avant que son corps ne soit emporté le lendemain. En grimpant, elle a glissé, mais s'était préparée en attachant une corde à l'avance. Cependant, la corde s'est cassée, la forçant à se balancer rapidement vers un entrepôt à proximité. Elle est descendue avec succès dans l'entrepôt, mais a été attrapée par un soldat. Lorsqu'il a essayé de l'attaquer, elle s'est immédiatement défendue et a volé ses affaires. Parona, maintenant habillée de l'uniforme du soldat, est allée chercher March pour l'aider à s'échapper avec Fushi. Elle a déverrouillé la cellule de prison pour Mars et n'a pas oublié de libérer la vieille femme également. Elle les a ensuite conduits à une voie d'évasion par un drain et a dit à la vieille femme de laisser March passer en premier. Quand March regarda ce que Parona prévoyait de faire, elle la vit sur le point de faire du mal à l'ours. Et la petite fille demanda à Parona d'arrêter. La fillette n'acceptait pas que Parona fasse cela, même si elle croyait que l'ours était mort. Mais Parona avait besoin d'une partie de sa peau pour prouver aux villageois afin qu'ils ne sacrifient plus jamais d'enfants. Parona a essayé d'expliquer à March que ce qu'elle faisait aiderait l'ours à faire le bien, mais March a obstinément refusé. Parona ne voulait pas perdre plus de temps là-bas, alors elle a cédé aux souhaits de March et est partie avec elle, pensant qu'elle devrait expliquer les choses aux villageois de vive voix à la place. For my victory. La route devenait plus chaoteuse.
Alors la vieille femme voulait changer de chauffeur. Le chariot a commencé à prendre feu dans un coin, obligeant Parona à l'éteindre. Soudain, ils ont été attaqués et Parona avait de l'équipement prêt pour bloquer les flèches. Elle a riposté avec son arc, mais en vain. Et Ayase a proposé de les laisser vivre s'ils remettaient Fushi. Bien sûr, Marche a refusé, alors des soldats ont sauté sur le chariot. Parona a dû se battre et a donné un coup de pied à l'un d'eux pour le faire tomber du chariot. Pendant ce temps, Marche, voulant aider, a sauté pour bloquer une flèche destinée à Parona. À ce moment-là, Fushi fut envahi par les émotions, il sauta et se transforma en ours, frappant Ayase. Fushi se déchaîna ensuite à travers la ville. Parona a réalisé que Marche était gravement blessé et a essayé de panser la blessure pour arrêter le saignement. Mais une telle blessure était trop difficile pour un enfant. Marche a murmuré ses derniers mots avant de mourir. Parona était dévastée car depuis qu'elle était venue au village, elle avait toujours vécu seule et Marche était la seule enfant et personne qui interagissait avec elle. La petite fille se considérait toujours elle-même et Parona comme les parents des poupées, mais maintenant, Marche devait laisser Parona pour être leur mère à la place. La vieille femme ne pouvait que continuer à conduire, mais Parona a embrassé Marche et a sauté du chariot. Elle est allée voir Fushi, qui s'est transformé à nouveau en forme humaine pour voir. Parona s'est approchée de Ayase avec une arme dans l'intention de s'occuper d'elle. Mars commença à avoir des visions d'elle-même, rentrant chez ses parents et grandissant, mais elle ne voyait Fushi nulle part. Puis, elle a réalisé qu'elle était témoin de la ville dévastée causée par Fushi, avec Parona pointant une lance sur Ayase. Elle a essayé d'appeler Parona, mais la barrière entre la vie et la mort a empêché Parona d'entendre. Parona sentait qu'elle ne pouvait pas vivre sans Marche, et elle prévoyait de la rejoindre. March supplia Parona d'arrêter et appela Fushi à l'aide. D'une manière ou d'une autre, Fushi entendit et arrêta Parona, puis se transforma en ours pour l'emporter. Parona fut ensuite ramené au village par Fushi. Tout le monde reconnut Fushi comme l'ours divin qu'il vénérait et devinrent craintifs. Soudain, Parona est apparue et les parents de March se sont demandé où elle avait été pendant 6 mois. Elle leur a remis la lettre de Mars, ainsi que les restes de leur fille. Le père de Marche s'est reproché de ne pas avoir protégé sa fille. Lorsqu'ils ont appris que les gens de Jinanda arrivaient, Parona a dit à Fushi de fuir, sachant qu'il le poursuivait. Fushi semblait comprendre et s'est tristement transformé en loup avant de partir. Parona a ensuite découvert Ayase traquant Fushi et lui a tiré dessus avec la même flèche qui a tué March. Elle voulait vraiment la tuer, mais n'a réussi qu'à toucher son bras. Après avoir été témoin de cette deuxième mort sous ses yeux, Fushi a changé considérablement. Il a continué à rassembler de nouveaux stimuli, passant le plus de temps sous forme de loup pour choisir sa direction par l'odorat. Il n'aimait pas se transformer en ours, car cette forme n'apportait que de la douleur. Il se transformait occasionnellement en forme humaine, mais n'en faisait pas grand-chose. Quand il avait faim, il se transformait en forme de Mars pour grimper aux arbres et cueillir des fruits. Puis il a détecté une odeur familière, celle de la vieille femme. Il s'est approché d'elle et elle a pensé qu'il l'avait abandonnée en cours de route, la faisant se perdre et devoir mendier pour survivre. Elle croyait que Mars était toujours vivant jusqu'à ce qu'elle voie Fushi s'approcher, regarder la tache de sang de Mars et se transformer de nouveau en adolescent. Puis elle a réalisé que c'était Fushi. Fushi a continué à errer sans but, alors elle l'a suivi. Ayant faim depuis plusieurs jours, elle est devenue épuisée en essayant de suivre Fushi. En voyant sa cuisse, elle a eu faim et a essayé de mordre. Mais il s'est transformé en loup et a grogné. Il s'est ensuite transformé en mois de mars, a grimpé à un arbre et a mangé des fruits tout seul. Elle voulait manger aussi, alors il lui en a jeté et est descendue en exigeant des remerciements. Elle l'a remercié pour le rendre heureux et quand elle a vu une carte, elle a sorti du papier pour la copier. Fushi semblait intéressé par l'écriture, alors elle lui a appris à écrire et voulait qu'il la suive pour qu'elle puisse lui enseigner l'écriture et la vie humaine. La vieille femme, qui s'appelait Pyorun, a appris à Fushi comment écrire les noms des personnes qu'il avait rencontrées. Elle lui a appris à nommer les choses autour d'eux, à boire de l'eau comme un humain, à manger comme un humain, et à dire « délicieux » après avoir mangé au lieu de simplement « merci ». Les deux ont voyagé et appris ensemble jusqu'à ce qu'ils atteignent un village de pêcheurs côtiers. Fushi savait maintenant comment poser des questions et se souvenait des mots qu'il avait appris. Il parlait de plus en plus clairement, racontant à Pyorun son désir de grandir comme March l'avait souhaité. Avant de la rencontrer, il avait toujours voyagé seul jusqu'à ce que quelqu'un le nourrisse. Bien qu'il ne connaisse pas leur nom, il se souvenait clairement d'eux et utilisait maintenant leur forme pour vivre.
Ce soir-là, Pioran réalisa qu'ils avaient atteint sa patrie, un pays souvent en guerre avec Jananda. Elle prévoyait de passer la nuit avant de rendre visite à une connaissance. Pendant qu'elle dormait, Fushi fut soudainement attaqué par une créature surnaturelle qui perça son corps. Il se transforma de nouveau en loup et vit la créature se transformer en la forme d'un garçon adolescent. Soudain, le temps s'est arrêté et une entité spirituelle a informé Fushi que cette forme était la sienne et avait été volée par la créature. En bref, c'était l'ennemi de Fushi et il devait combattre pour récupérer cette forme. Fushi a été attaqué et l'entité a expliqué que cette créature avait un noyau et existait pour voler les formes de transformation de Fushi. La forme de loup a été percée et volée, forçant Fushi à passer à la forme d'ours pour se battre. Bien que l'ours soit grand, il a réussi à attraper le loup et a essayé de l'écraser, mais il a poignardé la main de Fushi et a tenté de prendre aussi la forme d'ours. Fushi a agi aussi rapidement que possible et a exposé le noyau de la créature, mais elle avait déjà pris la forme d'un ours, forçant Fushi à utiliser la forme de marche pour s'échapper. Il a grimpé à un arbre et a sauté à l'endroit du noyau de la créature, essayant de le retirer. La créature a utilisé des branches d'arbres pour éloigner Fushi, mais cela a en fait aidé à extraire son noyau, ce qui a provoqué son arrêt et son dessèchement. Toutes les formes furent retournées à Fushi. Quand il se demandait quelle était cette entité, l'être se révéla comme le créateur de Fushi, qui souhaitait changer le monde. Cependant, des créatures comme celles qu'il venait de combattre étaient envoyées pour arrêter Fushi. Il se reverrait, mais pour l'instant, il valait mieux que Fushi profite de son temps. Pyorun ne savait pas ce qui venait de se passer et Fushi ne lui en parla pas. Le lendemain matin, Fushi et Pyorun sont arrivés chez l'amoureux de cette dernière et ont rencontré un garçon étrange portant un masque transparent semblable à un lézard. Revenant dans le passé, il y avait deux frères nommés Shin et Gugyu qui rêvaient toujours d'avoir beaucoup d'argent pour vivre dans un grand manoir. Les matins ordinaires, Gugyu allait au marché local pour vendre les légumes donnés par son maître. Là, le garçon était toujours attiré par une jeune fille du même âge dont il ne connaissait pas le nom. Après la fermeture du marché, Gugyu est retourné à son abri et a trouvé Shin parlant à trois étrangers que son frère prétendait être ses amis. Le jeune garçon n'avait pas d'autre choix que de croire ce que son frère disait. Plus tard, le garçon a vérifié sa tirelire et a découvert qu'il manquait de l'argent, soupçonnant que son frère l'avait pris. Mais Gugyu ne pouvait pas soupçonner son seul parent. Alors il a caché la tirelire dans le tronc d'un arbre à proximité et est parti manger du pain seul avec un chien errant qu'il a trouvé. Le lendemain, Gugyu a rencontré le même chien qu'il avait nourri la veille. Et en même temps, il a entendu quelqu'un appeler le chien. Suivant la voix, il a rencontré la jeune femme sur laquelle il avait secrètement le béguin. Le garçon a rendu le chien à son propriétaire et a été récompensé par une bague en or par la fille. Si elle est vendue, l'argent pourrait durer toute une vie. C'est un peu exagéré. Gugyu est revenu joyeusement avec une bague à la main, mais a soudain réalisé que la boîte à argent était complètement vide avec seulement une lettre à l'intérieur et Shin avait disparu sans laisser de traces. En errant tristement sur la colline, Gugyu regarda le camion de bois et se demanda s'il devait se jeter dessus pour en finir avec tout. Soudain, une bûche tomba du camion et faillit le toucher, ce qui le fit abandonner cette pensée stupide. Le chauffeur est descendu pour s'excuser et a demandé au garçon de surveiller le tronc pendant qu'il cherchait de l'aide. Cependant, le tronc a commencé à glisser en bas de la colline et au bas, il y avait la jeune femme cueillant des fleurs. Gugyu a sauté pour la pousser afin de la sauver, tandis qu'il est tombé la colline avec le tronc. Plus tragiquement, la grosse bûche a écrasé le visage du garçon. Gugyu a ensuite appris que la fille qu'il aimait s'appelait Rin lorsqu'il a entendu son père appeler à l'aide d'en haut pendant que Gugyu était allongé sous la bûche sans que personne ne fasse attention à lui. Le garçon est resté là jusqu'au soir où un vieux vendeur de liqueurs à proximité l'a trouvé et l'a emmené pour se faire soigner. Lorsqu'il a repris connaissance, Gugyu a vu que son visage avait été complètement détruit. Alors il portait ce masque pour cacher son visage laid. De retour au présent, lorsque Fushi et Madame Oran sont entrés dans la maison, ils ont rencontré Gugyu. Madame Oran a ensuite conduit tout le monde à l'extérieur pour démontrer les capacités de Fushi au vieux marchand d'alcool. Gugyu était extrêmement fasciné par les capacités de Fushi. Il a donc offert son amitié et a fait faire un tour à Fushi. Pendant le dîner, Madame Oran et le vieux vendeur de liqueurs ont discuté des moyens d'utiliser Fushi pour gagner de l'argent.
Mais Gugu s'est levé pour protéger Fushi parce que le garçon était devenu proche et voyait Fushi comme un membre de la famille. Le lendemain après-midi, Rin, la fille que Gugu avait sauvée ce jour-là, est passée, mais elle est venue faire des courses. Elle était intéressée et voulait connaître son nom, mais Gugu pensait que son béguin le remarquait alors qu'en réalité, elle s'intéressait à Fushi. Ce soir-là, Gugu pleurait et dans son chagrin, le vieil homme est apparu et a conseillé au garçon de s'habituer progressivement à la vie en disant que pour réussir, il faut accepter les expériences amères et douces. Juste ces mots ont soudainement donné au garçon un nouvel espoir et il est immédiatement sorti pour s'entraîner durement. Le couple âgé et Fushi ne pouvaient qu'esquisser un sourire devant l'innocence de Gugu. Tôt le lendemain matin, Rin est venue au magasin de spiritueux pour demander au vieil homme si elle pouvait y travailler. Voyant qu'elle était jolie et prête à travailler gratuitement, le vieil homme accepta immédiatement. Tout le monde savait sûrement que la raison pour laquelle elle acceptait de travailler là-bas était à cause d'un certain jeune immortel et beau garçon. Pendant le dîner, le vieil homme avertit Fushi de ne pas utiliser ses pouvoirs devant Rin, de peur que les habitants n'attirent une attention indésirable. En nettoyant et en faisant la vaisselle, Gugu et Fushi ont découvert que si un objet blessait Fushi, il pouvait reproduire ses outils. Bien sûr, seulement les objets ayant une forme, pas les choses informes comme le feu. Cependant, Gugu a coupé la main de Fushi, le faisant pleurer de douleur. Gugu a dit à Fushi que si quelque chose lui fait mal et qu'il ne l'aime pas, il devrait le dire pour informer les autres. Le lendemain matin, Rin est venue au magasin d'alcool pour trouver Fushi et a commodément demandé à Gugu comment guérir la cicatrice sur sa main. Gugu est allé voir le vieil homme pour demander comment soigner son béguin. Alors le vieil homme a sorti l'alcool médicinal de l'intérieur du corps de Gugu, révélant que pendant la chirurgie pour sauver la vie de Gugu, il avait implanté de l'alcool dans les organes internes de Gugu, rendant le garçon à la fois en colère et horrifié par le passe-temps bizarre du vieil homme, le poussant à s'enfuir de cet endroit à quatre pattes. Il est parti, mais personne dans la maison ne s'est donné la peine de le chercher. Même Fushi, qui était assez proche de Gugu, ne voulait pas le chercher, probablement encore contrarié que Gugu l'ait blessé. Mais maintenant, sans Gugu, personne ne ferait le ménage, alors Fushi a décidé de prendre en charge les tâches ménagères de Gugu. Toutefois, le style de cuisine de Fushi, qui n'était pas adapté à la consommation humaine, rendait tout le monde inquiet. Pendant ce temps, Gugu cherchait activement un nouvel emploi, ignorant les rumeurs des habitants locaux, le traitant de monstre. Gugu est retourné chez son ancien employeur, qui a accepté de le réembaucher et lui a même offert un endroit où loger. Cependant, le fils de l'employeur montrait de la haine envers le visage monstrueux de Gugu, alors Gugu a eu la délicatesse de refuser de vivre avec eux. Ayant déjà acquis une certaine réputation, Gugu a enlevé son masque pour leur montrer son visage déformé et a accepté d'être qualifié de monstre. En attendant, les choses ne se passaient pas bien pour Fushi. Sentant que le fait d'être un loup ne suffisait pas, Fushi a décidé de devenir un ours pour s'amuser. En tant qu'ours, Fushi est allé de la maison au champ, réussissant à détruire toutes les pommes de terre du vieil homme en creusant. Fushi est même devenu un ours dans la cuisine. Réalisant leur incompétence, Fushi a demandé conseil à Madame Oren pour les tâches ménagères. La vieille dame a dit à Fushi de trouver Gugu et de lui demander d'enseigner à la place. Plus tard, Rin lui a apporté du thé et a demandé pourquoi la vieille dame ne voulait pas aider, ce à quoi elle a répondu qu'il ne devrait pas trop gâter Fushi, car cela les aiderait à devenir plus humains. La situation de Gugu était vraiment pitoyable à ce moment-là. Après avoir retiré son masque, les villageois environnants se moquaient constamment de lui. Pire encore, le fils de son employeur est venu à sa cabane pour l'insulter, disant au garçon de rester éloigné de son père, car il lui faisait honte. Ne voulant pas causer de problème à ceux qui avaient été gentils avec lui, Gugu est parti. Il a essayé de trouver du travail, mais tous ceux qui voyaient son visage réagissaient avec peur et paroles cruelles. En restant à ses dernières pièces, Gugu se souvint de la bague que Rin lui avait donnée et se rendit chez un prêteur sur gage. Mais au dernier moment, il changea d'avis sur la vente. En se promenant dans les rues, Gugu a rencontré son frère, Shin, qu'il avait abandonné par le passé. Le garçon au grand cœur a donné la bague à Shin et est parti, espérant que son frère pourrait recommencer à zéro. En dormant dans une cabane pour s'abriter de la pluie, Gugu a été soudainement capturé par deux inconnus qui pensaient pouvoir le vendre. À ce moment-là, Fushi est apparu pour le sauver sous forme d'ours, effrayant les ravisseurs.
Ainsi, Fushi et Gugu se sont réconciliés. Ensuite, ils ont utilisé la forme de l'ours pour effrayer les gens autour du village. Quand Fushi a demandé quand il retournerait chez le marchand de vin, le garçon ne voulait pas y retourner, toujours contrarié par ce que le vieil homme avait fait. À cause de plusieurs jours sans manger, Gugu s'est évanoui et a été ramené à la cabane par Fushi. Fushi a réussi à créer beaucoup de nourriture pour le garçon en stimulant leur subconscient. Plus la stimulation est forte, plus le souvenir est profond, ce qui facilite la reproduction des aliments. Après avoir mangé à leur faim, les deux ont parlé. Gugu a partagé qu'il habitait autrefois dans une maison luxueuse pleine de nourriture avec ses parents et ses deux jeunes sœurs, vivant heureux avec sa famille. Mais un jour, à cause du travail, cette famille a déménagé et a laissé Gugu et Shin derrière. Il s'est avéré que les personnes que Gugu pensait être sa famille n'étaient que ses employeurs, et seul Shin était là pour l'élever depuis sa naissance. Mais finalement, même Shin l'a quitté. Mais maintenant, Gugu avait Fushi, que le garçon considérait comme plus que de la famille. Il espérait même que quand il mourrait, Fushi prendrait cette forme pour toujours se souvenir de lui. Ce soir-là, Rin les a trouvés tous les deux en train de jouer avec son chiot. Elle leur a dit que le vieil homme avait réfléchi à ses actions et voulait vraiment que Gugu revienne. Mais après avoir perdu son masque, Gugu craignait d'être ridiculisé par les villageois et refusait de sortir. Cependant, Fushi a dit que c'était une petite affaire et s'est précipité pour en trouver un pour Gugu, le laissant seul et embarrassé avec sa bien-aimée. Voyant que Gugu était trop timide pour dire quoi que ce soit, Rin a commencé à parler d'elle-même. En réalité, elle n'aimait pas sa famille, toujours sous la stricte surveillance de ses parents, sans aucune liberté, c'est pourquoi elle s'enfuyait souvent de chez elle. Ensuite, Rin a donné à Gugu le masque qu'elle utilisait souvent pour sortir en cachette et lui a dit que peu importe qui était Gugu, elle serait toujours prête à ouvrir son cœur pour le comprendre. En entendant sa personne préférée dire cela, Gugu ne pouvait pas rester caché dans la tente pour toujours. Fushi, après avoir cherché longtemps, trouva finalement le masque de Gugu dans l'étang et en même temps, il rencontra la personne qui l'a créé. Il avertit Fushi de ne pas penser que la paix durerait éternellement, car des ennemis attendaient toujours de l'attaquer. De l'autre côté, après que Gugu ait libéré Rin du soldat que sa famille avait engagé pour la ramener, ils se sont tous les deux réunis avec Fushi. Gugu a remis son propre masque et a donné l'autre à Rin parce qu'il ne voulait pas que les autres la remarquent. Après avoir marché pendant un moment, le groupe a été repéré par le proche serviteur de Rin. Ayant pris soin de Rin depuis l'enfance, comment le serviteur pouvait-il ne pas la reconnaître même avec le masque? Gugu ne voulait pas la laisser ramener Rin, alors il lui a pris la main et a couru dans la forêt. Fushi s'est transformé en marche pour distraire le serviteur afin qu'il puisse s'échapper. Comme le créateur l'avait averti, après la bataille précédente, il semblait que Fushi n'avait tiré aucune leçon. Cette fois, l'ennemi mystérieux est revenu et a capturé Fushi. En entendant les cris d'aide du serviteur de Rin, les deux enfants sont revenus pour vérifier et ont vu que l'ennemi avait volé la forme de Mars de Fushi. En affrontant l'ennemi, Gugu a été attaqué, mais Fushi est intervenu pour bloquer l'attaque. Le monstre a utilisé des cordes pour les attacher tous les deux, forçant Fushi à se transformer en ours pour se libérer, mais le monstre a ensuite jeté Gugu au loin et a poignardé Fushi, continuant à voler ses capacités de transformation. Gugu a réussi à se lever, étourdi et vomissant l'alcool de son corps, et la torche à proximité a enflammé l'alcool sur le sol. Gugu a eu l'idée de cracher du feu pour brûler l'ennemi, mais malheureusement, il avait vomi tout l'alcool de son corps. Le garçon a dit à Fushi de tenir bon pendant qu'il retournait à la maison du vieil homme pour chercher plus d'alcool et revenir aider Fushi. À son arrivée, Gugu a vu la famille de Rin la forcer à quitter la maison du vieil homme. Gugu, affecté par l'alcool, titubé ivre, ignorant tout ce qui se passait autour de lui. Il s'est approché et a demandé au vieil homme de le remplir d'alcool pour qu'il puisse aller sauver Fushi. Ensuite, le garçon ivre a défendu sa bien-aimée devant ses parents et a déclaré avec audace qu'il était l'homme qui aimait Rin le plus, puis il est parti pour retourner au combat. La créature hostile s'était déjà transformée en ours, mais avec son corps plein d'alcool, Gugu a rapidement craché une flamme massive qui a incinéré l'ennemi. En suivant la lumière émanant de l'ennemi vaincu, Gugu a vu la véritable forme de Fushi. Fushi était redevenu une pierre après avoir perdu toutes ses transformations, mais grâce à l'aide de Gugu, il a réussi à récupérer toutes les formes qu'il avait perdues. Ils sont revenus à l'aube, et comme la famille de Rin était là,
Gugu a fait étalage de ses talents culinaires en préparant un grand festin pour tout le monde. Dehors, le créateur a parlé avec Fushi, révélant que les créatures qui l'ont attaqué étaient des Nokirs dont l'existence était destinée à détruire ce monde. Il a demandé à Fushi de partir pour se renforcer, car quand les Nokirs perdent, ils tirent toujours des leçons de leur défaite. Et quand il reviendrait, Fushi perdrait toutes ses formes et ses souvenirs, ne devenant rien d'autre qu'une pierre comme avant. Fushi désobéissait obstinément au créateur parce qu'il avait encore Gugu, croyant que Gugu se battrait à ses côtés. Mais il semblait que le créateur connaissait déjà le destin de Fushi, alors il n'en dit pas plus avant de partir. De nombreuses années passèrent et Gugu était devenu un jeune homme fort grâce à un entraînement assidu. Grâce à l'apprentissage de Gugu, Fushi savait maintenant très bien cuisiner. Il était devenu plus grand et parlait plus couramment qu'avant. L'anniversaire de Rin approchait et elle a invité Fushi et Gugu à y assister. Fushi ne s'était pas transformé une seule fois au cours des 4 dernières années. Il avait grandi naturellement et la raison pour laquelle il ne se transformait pas était d'abord parce que, heureusement, les Nokirs n'avaient pas attaqué et ensuite parce que Fushi voulait essayer de vivre sans se transformer comme le groupe de Gugu. Cela l'a amené à avoir moins de stimuli et d'expérience, et l'expérience qu'il a acquise pendant cette période était principalement sur la vie normale. En étudiant la couture, Rin a demandé quel était le plat préféré de Gugu. Fushi a révélé que c'était l'écrevisse. Alors Rin a prévu d'en préparer pour la fête. Elle ne savait pas ce que Gugu aimait d'autre, mais Fushi pensait que Gugu aimerait tout si cela venait de Rin. Rin a révélé que ses parents allaient bientôt la forcer à épouser quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré. Elle a expliqué à Fushi ce que signifie le mariage et croyait que l'on devrait seulement épouser quelqu'un qu'on aime. Fushi a remarqué que la personne qu'elle semblait aimer était Gugu, car il semblait aussi l'aimer. Fushi a ensuite donné à l'ancien homme une serviette de sueur qu'il avait fabriquée. Pendant ce temps, dehors, Gugu a accidentellement rencontré son frère, Shin. Shin ne comprenait pas pourquoi Gugu portait un masque, mais a mentionné qu'il l'avait cherché tout ce temps et était content de voir que son frère allait bien. Gugu a demandé avec colère pourquoi Shin était là. Lady Oran, ayant entendu parler de l'arrivée du frère de Gugu, est sortie pour voir. Shin voulait s'excuser auprès de Gugu pour avoir été ensorcelé dans le passé, mais Gugu croyait que c'était la vraie nature de Shin. Il l'avait abandonné et était parti. Shin ne pouvait pas nier cela, mais voulait toujours rendre la bague à Gugu, qu'il a rejetée en la renversant. Shin avait recherché Gugu pendant 4 ans. Il avait travaillé et gagné un revenu stable en possédant un magasin d'outils agricoles. Bien que son rêve de construire un manoir était encore lointain, il voulait l'accomplir avec Gugu. Cependant, Gugu a refusé, expliquant que depuis qu'il avait été abandonné, il avait souffert mais avait surmonté cela. Les personnes autour de lui maintenant étaient des trésors les plus précieux. Un vieil homme excentrique mais génial qui était son bienfaiteur. La sage et intéressante Dame Oran, le dourin et Fushi qu'il chérissait comme un frère. Il a dit à Shin de ne plus essayer de l'éloigner de cette famille. Shin devait accepter les souhaits de son frère et laisser Gugu continuer à travailler. Il a dit à Gugu de demander son aide si nécessaire car c'était la seule chose qu'il pouvait faire pour son frère. Shin a ensuite rencontré tout le monde et a essayé de rendre la bague. Le vieil homme l'a prise et quand Rin l'a vue, elle s'est souvenue que c'était la bague que son père avait faite pour elle. Elle l'avait donnée à la personne qui avait aidé à retrouver son chien perdu, qui s'est avéré être Gugu, qu'elle aimait bien. Elle a ensuite pris la bague pour trouver Gugu et l'a trouvé en train de dormir. Elle a essayé de mettre la bague à son doigt, mais sa main était trop grande, ce qui l'a réveillée en sursaut. Rin voulait que Gugu lui avoue ses sentiments, car il avait déjà déclaré devant ses parents qu'elle était celle qu'il aimait le plus. Gugu ne se souvenait pas de cela car il était ivre à l'époque, ce qui l'a rendu contrarié et poussé à partir, exigeant qu'il assiste à sa fête d'anniversaire. Le vieil homme a expliqué que c'était l'effet de l'alcool qui faisait ressortir les vrais sentiments et pensait que Gugu avait des ennuis, mais était heureux pour lui. Le vieil homme a ensuite donné à Gugu un nouveau masque, spécialement conçu pour l'aider à combattre les monstres. Ce masque était équipé d'un système d'allumage intégré lui permettant de cracher du feu sans avoir besoin d'une torche. Gugu s'est ensuite habillé pour assister à la fête d'anniversaire de Rin. Alors que le vieil homme regardait Gugu et Fushi partir, il s'est ému. Bien que Gugu ne parte que pour une journée, ce qui l'a touché, c'est de voir à quel point Gugu avait mûri. Il regrettait de ne pas pouvoir être témoin de toute la croissance de Gugu avant de mourir. Gugu voulait acheter un cadeau pour Rin et se souvenait du type de fleurs qu'elle avait.
admirée auparavant. Alors il en a acheté une. Quand ils sont arrivés chez Rin, ils sont entrés et Gugu s'est servi de la nourriture sans façon, ce qui a fait jaser les gens, bien qu'il ne s'en souciait pas beaucoup. Rin est sorti pour les saluer tous les deux et Gugu a exhibé son nouveau masque. Quand Gugu a essayé d'évoquer l'incident précédent, Rin a timidement évité le sujet. Elle a accepté les légumes de Fushi et Gugu a présenté sa fleur, mais cela lui a accidentellement rappelé un accident passé. Gugu se sentait gêné de ne pas le savoir, mais Rin l'a accepté et est entré. Sa mère voulait le jeter, mais Rin voulait le garder car il venait de Gugu. Pendant ce temps, dehors, un jeune homme critiquait Gugu pour avoir porté un masque de manière impolie lors de l'événement. Mais Gugu a refusé de l'enlever, ce qui a conduit à une petite bagarre que Rin a dû venir interrompre. Ensuite, le père de Rin l'a présenté à son fiancé arrangé et ils ont été autorisés à sortir et discuter. Gugu a vu Rin et rire et s'amuser avec cette personne. Se sentait un peu le cœur brisé et était sur le point de partir. Fushi voulait que Gugu n'abandonne pas si vite, mais Gugu avait depuis longtemps accepté d'être désavantagé et est juste parti. Plus tard, Rin a couru vers Gugu et s'est excusée pour ce qui s'était passé plus tôt. Elle a ensuite demandé pourquoi Gugu portait un masque et il a dit la vérité, que son visage avait été écrasé par une poutre en bois tombante parce qu'il devait sauver quelqu'un qui se trouvait sur le chemin de cette poutre. Cependant, il avait toujours l'impression d'avoir laissé une cicatrice sur le bras de cette personne, ce qui la faisait se sentir honteuse, mais elle pensait que les blessures de Gugu étaient plus graves. Elle a avoué qu'elle savait que Gugu était celui qui l'avait sauvé auparavant, mais maintenant, elle en était certaine. Soudain, le sol où se tenait Gugu s'est effondré, le faisant tomber. Le créateur est venu rencontrer Fushi pour l'informer que les knockers étaient revenus et avaient pris racine dans tout ce manoir. Fushi était sur le point de partir à la recherche de Gugu lorsqu'il a vu que la maison était sur le point de s'effondrer, alors il s'est transformé en ours pour soutenir la maison afin que tout le monde puisse s'échapper. Gugu s'était accroché à une langue qui poussait des rochers et a été tiré par quelqu'un au-dessus. Il est entré pour trouver Fushi et a vu que Fushi tenait toujours le plafond parce que les parents de Rin n'étaient pas encore sortis. Il a dû les sortir tous les deux et est retourné chercher Fushi. Rin ne voulait pas que Gugu entre en danger, mais il considérait que la fraternité était plus importante que les filles. Quand Gugu est entré, il a vu que Fushi avait repris sa forme d'il y a 4 ans. Un monstre ours en pierre est apparu pour attaquer. Gugu a craché du feu, mais celui-ci était fait de pierre, donc il n'a pas été affecté par le feu. L'ours a frappé une fois, provoquant la division du sol en deux et les faisant tomber vers un tas de pieux en dessous. Fushi a transformé ses membres en flèches pour les planter dans la face de pierre et grimper. Mais ses tentacules rapprochèrent le sol, alors Fushi s'est transformé en marche pour grimper et a ensuite tiré Gugu aussi. Gugu savait que cette couche de pierre recouvrait la chair à l'intérieur comme ses tentacules, alors ils ont grimpé ensemble pour trouver un point faible. Gugu a trouvé un trou et a demandé des flèches à Fushi pour agrandir le trou. Quand Gugu a vu l'intérieur exposé, il a immédiatement soufflé du feu dedans, le faisant se briser en morceaux, mais le cœur n'était toujours pas détruit. Il s'est collé au mur et a transféré son cœur dans le mur. Fushi a sorti son couteau pour attaquer, mais il n'était pas assez rapide. Fushi et Gugu avaient l'espoir de la victoire lorsque soudain Fushi a été étranglé à mort et la forme de marche a été volée. Juste au moment où Gugu allait être frappé, Rin s'est précipité pour le sauver. Alors que les deux tentaient de fuir, l'ours a attaqué et a provoqué l'effondrement complet du manoir. Fushi s'était levé à ce moment-là, mais il ressentit soudain une douleur qui ne venait pas de lui-même. Fushi savait que quelque chose de grave était en train de se passer. Gugu et Rin étaient maintenant sous les ruines. Gugu savait qu'ils ne pourraient pas tenir beaucoup plus longtemps. Ils se sont promis qu'ils iraient cueillir des fleurs ensemble quand ils s'échapperaient d'ici. Rin a ensuite retiré le masque de Gugu et a vu du sang couler. Elle a embrassé Gugu tout à coup et à ce moment-là, Fushi a réalisé qu'il avait acquis une nouvelle forme de transformation qui était Gugu. Il ne pouvait pas accepter qu'une autre personne proche de lui soit partie. Il a nié que Gugu était mort, mais a quand même utilisé la forme de Gugu pour se battre. Il a continuellement craché du feu jusqu'à ce que le monstre le projette dans la mer. Il l'a poursuivi, mais le changement soudain de température l'a fait éclater et le noyau s'est échappé. Le créateur lui a dit qu'il était parti à l'ouest et qu'il pouvait encore le rattraper s'il se mettait à sa poursuite maintenant. Mais il a choisi de rester et de s'occuper des affaires ici d'abord avant de partir à sa poursuite. Ensuite,
Il a vu qu'ils avaient réussi à sauver Rin, mais Gugu était vraiment décédé. Shin est venu chercher le corps de son frère à la maison, et Gugu a maintenant vu les images qu'il voulait le plus voir de toutes les personnes importantes pour lui. Mais quand il a vu la réalité qu'il était mort, Gugu n'a pu que serrer tout le monde dans ses bras une dernière fois. Dans les jours qui ont suivi, Fushi a décidé de partir pour éviter d'attirer plus d'ennemis. Shin reprendrait les tâches de Gugu ici, tandis que Rin, qui venait de se réveiller, courait chercher Gugu. Elle ne savait pas ce qui s'était passé, alors elle a couru chez le marchand de vin. À ce moment-là, Gugu avait partagé ses derniers mots avec Fushi. Soudain, Rin est venu le chercher, le forçant à se transformer en Gugu pour la tromper. Il lui a dit que Fushi était celui qui était mort et l'a emmené voir la tombe. Le couple âgé a compris et a joué le jeu pour tromper Rin. Elle voulait aller cueillir des fleurs avec Gugu, mais il a dit qu'il était occupé maintenant et qu'il la rencontrerait plus tard, lui disant de garder la bague. Dans les jours qui ont suivi, Rin a continué d'attendre Fushi dans ce champ de fleurs et a dit à son père qu'elle ne se marierait plus car elle avait quelqu'un qu'elle aimait et sûrement que cette personne voyageait maintenant avec Fushi. Oui, elle savait tout, mais se mentait à elle-même pour éviter de souffrir. Fushi voyageait depuis 4 jours et appela maintenant le créateur. Il demanda ce qu'il devait faire maintenant, mais le créateur voulait seulement qu'il devienne plus fort pour récupérer ce qui avait été volé, car il avait perdu toutes les images de Mars. Il avait besoin de Fushi parce qu'il était la seule existence spéciale dans ce monde et les Knockers avaient aussi besoin de lui. Mais Fushi pensait que s'il devenait quelque chose de sans esprit, les Knockers n'auraient plus besoin de lui. Quand il s'est transformé en fruit, le créateur l'a changé en humain en disant que même en tant que fruit, les Knockers viendraient toujours jouer avec lui. S'il persistait, il serait transformé en sphère et ne pourrait plus jamais redevenir humain. Le créateur ne s'en soucierait pas, mais il était sûr que Fushi le ferait. Fushi lui a dit de se battre s'il le voulait, mais le créateur a dit qu'il disparaîtrait un jour et que la mission de protéger le monde incomberait à Fushi, alors il devait l'entraîner par tous les moyens possible. Lorsque Fushi a essayé de le défier, le créateur l'a transformé en loup et lui a dit que s'il ne voulait plus souffrir, il devait devenir plus fort. Plus tard, Fushi a senti une odeur familière et a couru pour trouver Uran. Elle avait décidé de le suivre puisque Shin et Rin aidaient le vendeur de vin. Rin avait compris ce qui lui était arrivé. C'est pourquoi elle avait laissé Uran partir si facilement. Uran savait qu'elle ne vivrait plus très longtemps et voulait l'aider avec ses dernières forces. Quand il a refusé, elle ne l'a pas accepté. Il ne voulait pas voir quelqu'un d'autre mourir et l'a supplié de rentrer chez elle. Mais elle l'a frappé avec son bâton, disant que c'était sa vie et qu'il n'avait pas le droit de contrôler ce qu'elle voulait faire. Les deux ont fini par voyager ensemble, mais ne s'étaient pas réconciliés et ne se parlaient toujours pas. Elle lui proposait sans cesse de la nourriture, mais il continuait de refuser. Ils ont ensuite atteint un village et Uran est entré pour